dit que vous n'êtes pas du genre à célébrer de manière typique. Elle réussit un léger rire, l'adrénaline parcourant toujours ses veines. Je préférerais célébrer en expédiant ma prochaine fournée de commandes, plaisanta-t-elle, bien qu'une partie d'elle fût sérieuse. Son expression s'adoucit. J'admire ce dévouement. Nous parlerons affaires bientôt. Pour l'instant, profitez de votre moment. Elle aperçut Jess rôdant près du bar, son visage assombri par un mélange d'émotions qu'elle ne put déchiffrer. Mais elle l'ignora. À cet instant, elle était simplement Amira, la fondatrice inarrêtable de Nira Natural, rayonnant sous des lustres scintillants, partageant un échange discret de respect mutuel avec le mystérieux Roman Voss. Si la première moitié du gala avait été une célébration solennelle, la seconde moitié se transforma en un spectacle de frénésie des paparazzis. Autour des cocktails et des danses, la grande nouvelle qui circulait était « Qui est la nouvelle étoile montante des soins de la peau ?» Et pourquoi Roman Voss est-il à ses côtés? À leur table, Amira sentait que la présence de Roman attirait plus d'attention sur elle qu'elle n'en avait jamais connue. Les gens passaient par groupes pour la féliciter, lui glisser des cartes de visite et prendre des photos rapides. Pendant tout ce temps, Roman resta calme, répondant occasionnellement aux questions sur son implication supposée avec Nira Natural. Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle de bal, Jess et Maya s'attardaient. Maya Stone, connue pour son sens impeccable des relations publiques, eut vent de l'agitation. Au début, elle afficha un sourire étudié, mais à mesure que la conversation partout se tournait vers Nira Natural et la femme qui avait capté l'intérêt de Roman Voss, les coins de son sourire s'affaissèrent. Elle observait Roman et Amira de loin, sirotant son champagne tout en ignorant les tentatives de Jess de faire la conversation. Son regard se fixa sur le couple, l'éclat évident d'Amira et l'attention captivée de Roman. N'est-ce pas la même femme que Jess a quittée il y a des mois, celle dont il prétendait qu'elle ne survivrait jamais sans lui, songea Maya. Elle semble certainement survivre, et prospérer. Ressentant une pointe de jalousie inattendue, Maya se tourna vers Jess. Qui est-elle exactement? Demanda-t-elle sèchement. Jess tripota ses boutons de manchette, évitant le contact visuel direct. Nous sortions ensemble, en ville. Je suis parti pour des opportunités. Répondit-il vaguement. Les yeux de Maya se rétrécirent. Des opportunités qui t'ont mené à moi, n'est-ce pas? Il hocha la tête, l'expression vide. Mais au fond de lui, la confusion le secouait. Amira était censée être brisée, dépendante de lui pour tout. Maintenant, la voilà, plus posée et réussie qu'il ne l'avait jamais imaginée. Une graine de regret commença à germer dans sa poitrine, bien que sa fierté refusât de le reconnaître pleinement. À une courte distance, Roman se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'Amira, la faisant rire doucement. Dans ce moment intime, les flashs des appareils photo crépitèrent comme des rafales de mitraillettes, capturant chaque nuance de leur langage corporel. Maya reconnut un avantage lui glisser entre ses doigts manucurés. L'intrigue publique n'était plus centrée sur elle ou le partenariat de Jess. Les projecteurs se déplaçaient vers cette nouvelle venue inarrêtable. L'envie qui vacilla dans les yeux de Maya ne concernait pas seulement Roman ou même Jess. Il s'agissait du changement de pouvoir, d'une femme sortant de l'obscurité pour les éclipser en une seule nuit. Maya Stone était rarement éclipsée. Elle vida le reste de son champagne et posa la flûte avec un cliquetis décidé. Si les gros titres lisaient maintenant, qui est la femme aux côtés de Roman Voss, plutôt que Jess et Maya, couple de pouvoir, elle avait des raisons de s'inquiéter. Après tout, dans le jeu du statut et de l'image, la moindre baisse pouvait être désastreuse, et l'étoile d'Amira montait maintenant en flèche. Le gala toucha à sa fin aux petites heures du matin, le tintement des verres remplacé par des au revoir feutrés. Amira s'éloigna un instant, cherchant un endroit calme pour appeler Madame Perkins et prendre des nouvelles des triplés. Elle trouva un petit couloir bordé de miroirs ornés, la douce lueur des appliques murales se reflétant sur le sol en marbre poli. Alors qu'elle terminait l'appel, des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna pour voir Jess. De près, elle remarqua des rides de tension autour de ses yeux, une expression à des lieues du sourire insouciant dont elle se souvenait. Il esquissa un sourire crispé. Amira. Voulais te dire félicitations. C'est un sacré exploit que tu as réussi. Elle lutta contre l'afflux de vieilles émotions. Merci, répondit-elle poliment, le ton égal. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. Tu as changé, dit-il doucement, étudiant son visage.
Amira releva le menton, se souvenant de la nuit où il l'avait laissée sous la tempête, des mots qu'il lui avait lancés, « Tu ne survivras jamais sans moi ». Elle laissa échapper un léger rire sans joie. « Non. J'ai juste évolué. » Jess se tortilla sur ses pieds. « Écoute, je sais que nous avons une eau différente. Mais tu as l'air heureuse. » Le silence les enveloppa. Elle ne donna aucune information sur les nuits blanches, le chagrin d'amour, les triplés. Il ne méritait pas de connaître son parcours. Pas encore. Je suis heureuse, dit-elle simplement. Ce n'était pas toute la vérité, elle portait des cicatrices et des insécurités. Mais elle était fière du chemin parcouru. Il laissa échapper une longue expiration, sa posture s'affaissant. Je n'aurais pas dû partir comme ça, admit-il, la voix tremblante d'un semblant de culpabilité. J'ai réalisé que les choses ne sont pas toujours plus vertes ailleurs. Ses yeux se durcirent. Tu as fait ton choix. Et tu as clairement dit que tu pensais que je te freinais. Il ouvrit la bouche, cherchant une répartie, mais rien ne vint. Au lieu de cela, le regret épaissit l'air autour d'eux. Elle se souvint des larmes qu'elle avait versées, des nuits de désespoir, de la façon dont elle pensait qu'elle ne ferait plus jamais confiance. Maintenant, l'homme qui prétendait autrefois qu'elle ne survivrait jamais sans lui se tenait devant elle, la voix teintée de remords. Elle recula d'un petit pas, « Bonne nuit, Jess. » La finalité de son ton était indubitable. Elle se déplaça pour s'éloigner, ses talons claquant contre le marbre. Sa voix, empreinte de désespoir, la suivit. Amira, attends. Mais elle ne le fit pas. Elle laissa le couloir engloutir l'écho de sa supplique. Dans sa poitrine, son cœur battait la chamade, un tourbillon de sentiments contradictoires. Pourtant, ce qui dominait était un sentiment inébranlable de libération. Il a vu ma valeur maintenant, pensa-t-elle. Mais c'est trop tard. La nouvelle de l'entrée remarquée d'Amira au Luxe Beauty Awards enflamma Internet. En 24 heures, des hashtags comme #NiraNatural et #Amira révélés commencèrent à devenir viraux. Des extraits de son discours d'acceptation devinrent viraux, et des images d'elle dans sa robe couleur champagne, aux côtés de Romain Voss, inondèrent les flux des réseaux sociaux. Une explosion de précommandes suivit, manquant de faire planter son site web nouvellement lancé. Des agences de relations publiques la contactèrent, proposant de façonner son image publique. Des célébrités publièrent subtilement des messages sur ses soins de la peau, louant leurs ingrédients purs. Amira se réveilla pour trouver plus de 10 millions de dollars de précommandes enregistrées sur son compte professionnel, un bond astronomique qui la laissa sans voix. La presse, désireuse de démêler son histoire, dénicha des détails sur ses modestes débuts. Certains découvrirent qu'elle venait de la ville, qu'elle était partie pour une ville isolée. Des rumeurs sur sa vie personnelle circulèrent. Était-elle mariée? Une mère célibataire? Mais rien de substantiel ne fit surface. Ceux qui reconnurent Jess ou Maya au gala firent des liens, déterrant des bribes d'informations sur sa relation passée. Bientôt, un tabloïd clinquant publia un article intitulé « Amira, l'ex qui a éclipsé Jess ». Il citait des sources anonymes affirmant que Jess avait autrefois rabaissé ses ambitions. Des captures d'écran d'anciennes publications sur les réseaux sociaux ajoutèrent de l'huile sur le feu, dépeignant Jess comme manipulateur et Maya comme l'héritière opportuniste. Que le récit soit entièrement juste ou non, le public s'en délecta. Pendant ce temps, Amira se retrouva à gérer des demandes d'interview des plus grandes émissions de talk-shows et des chaînes d'information économique. Elle en refusa la plupart, toujours soucieuse de protéger la vie privée de ses enfants. Pourtant, elle savait que le succès fulgurant de sa marque reposait en partie sur cette nouvelle vague d'intrigues autour de son histoire personnelle. « Vous êtes devenu une icône du jour au lendemain », lui dit l'un de ses conseillers au téléphone. Les gens admirent l'outsider qui a surmonté un chagrin d'amour pour créer un empire. Amira soupira, fermant les yeux. L'empire, toujours exploité depuis un cottage exigu, avec des cartons d'expédition empilés jusqu'au plafond. Elle n'était pas opposée à la croissance, mais elle s'inquiétait du coût, pour sa paix, la sécurité de ses enfants et la nature authentique de sa marque. Romain Voss appela pour la féliciter. Sa voix portait une pointe d'excitation. On dirait que le monde ne se lasse pas de vous, la taquina-t-il. Nous devrions parler d'étendre vos opérations. Elle sourit, arpentant son salon. J'adorerais, mais prudemment. Je ne cherche pas à coller mon nom sur toutes les étagères de tous les magasins, du moins pas sans un plan qui maintienne la qualité et le cœur de ce que je fais.
Je respecte cela, dit Roman. C'est en partie ce qui vous distingue dans une mère de marque à la recherche d'une gloire rapide. Et avec cela, elle réalisa, c'est ma vérité. Elle était une mère célibataire de triplé, une survivante d'un chagrin d'amour, une chef d'entreprise forgeant son succès selon ses propres termes. La vague d'attention était effrayante, mais elle ne la laisserait pas compromettre l'essence de ce qu'elle avait construit. Les triplés, Noah, Nia et Neva, avaient maintenant 2 ans, des boules d'énergie incontenables. Ils avaient transformé le cottage autrefois modeste en leur terrain de jeu personnel. Le papier bulle des emballages devint leur jouet préféré, et le salon était un arc-en-ciel de blocs éparpillés et d'animaux en peluche. Amira équilibrait soigneusement la gestion d'une entreprise florissante avec le chaos des tout-petits. Elle prenait des appels de conférence avec Roman ou des fournisseurs tout en étant perchée sur le bord d'un coffre à jouets, utilisant une tétine comme monnaie d'échange. Être mère de triplé n'était jamais ennuyeux, surtout quand il décidait de lui tourner autour au moment où elle devait sceller des envois. Un après-midi venteux, Roman les invita sur un yacht qu'il avait loué pour une brève réunion avec un client au large de la côte. Au début, Amira hésita où elle n'aimait pas afficher l'extravagance. Mais il insista sur le fait que cela pourrait être une journée de détente en mer pour les enfants pendant qu'ils discutaient affaires. Elle accepta donc, préparant un sac à langer de la taille d'une petite valise et priant pour que les tout-petits ne se jettent pas par-dessus bord. Le yacht lui-même était un navire élégant et moderne avec des ponts ouverts et des sièges moelleux. Les triplés poussèrent des cris d'excitation dès qu'ils virent l'océan infini. Le personnel de Roman fournit des gilets de sauvetage miniatures, que Noah et Nia portèrent avec curiosité. Neva, plus têtue, demanda un peu de persuasion. Tandis que Roman s'éloignait un instant pour finaliser les détails avec le capitaine, Amira laissa les tout-petits s'ébattre sur le pont, sous son œil vigilant. Se sentant d'humeur joueuse, elle mit de la musique légère et commença à danser avec eux, les faisant tourner, entendant leur rire se mêler au rugissement des vagues. À son insu, un membre du personnel avec un téléphone appareil photo captura toute la scène. L'élégante fondatrice de soins de la peau tournoyant et riant avec ses 3 adorables enfants, les vagues ensoleillées en arrière-plan. Quand cette vidéo trouva son chemin sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle explosa. En quelques heures, elle recueillit 10 millions de vues, et la semaine suivante, elle atteignit 50 millions. Les gens tombèrent amoureux des « Lux Little », comme Internet les surnomma. Les commentaires affluèrent. Je ne savais pas qu'elle était mère de triplé. Super maman. Regardez-les danser, c'est trop mignon. Oubliez Jess, elle vit sa meilleure vie. Pour une fois, le monde ne parlait pas seulement de sa marque de soins de la peau ou de sa liaison supposée avec Roman. Il voyait le cœur et l'âme derrière Nira Natural, la femme qui était à la fois mère et magnate, jonglant avec grâce entre succès et parentalité. Amira sentit ses joues rougir en lisant les commentaires. Elle n'avait jamais été du genre à exposer son monde privé. Pourtant, la joie sincère sur les visages de ses enfants était indéniable. Les triplés étaient devenus par inadvertance la meilleure équipe de relations publiques qu'elle aurait pu demander, simplement en étant eux-mêmes, joueurs et pleins d'entrain. Alors que le yacht tanguait doucement sur les vagues, Roman s'approcha, une lueur satisfaite dans les yeux. Ils ont pris d'assaut Internet, gloussa-t-il en désignant les tout-petits. Je vois d'où ils tirent leur énergie. Amira regarda ses enfants, le cœur plein, puis de nouveau Roman. Ils sont ma raison de tout, dit-elle doucement. Et à cet instant, en pleine mer, elle réalisa la profondeur de ses bénédictions. La gloire pouvait aller et venir, mais le rire de ses triplés était inestimable. Tandis que le succès d'Amira montait en flèche et que ses enfants illuminaient les réseaux sociaux, Jess luttait contre un empire en ruine. Les entreprises financières et immobilières qu'il avait lancées avec le soutien de Maya se révélèrent être un méli-mélo de prêts douteux et d'évaluations gonflées. Pendant des mois, il avait surfé sur une vague de faux glamour, d'apparitions de paparazzi et de galas haut de gamme. Mais en coulisses, les investisseurs commencèrent à remettre en question ces chiffres. Les équipes d'audit découvrirent des divergences dans ses rapports mensuels, des listes de clients falsifiées, des adresses e-mail suspectement identiques utilisées pour gonfler les données des acheteurs, et des propriétés entières qui n'avaient jamais existé. Bientôt, des rumeurs circulèrent dans le monde des affaires selon lesquelles la marque de Jess n'était bâtie que sur du vent. Un matin, un article à charge parut dans un grand journal financier, la maison de cartes de Jess Tyler. Des allégations de fraude secouèrent le magnate de l'immobilier en plein essor. L'article présentait des preuves accablantes que les manoirs d'1 million de dollars qu'il prétendait avoir vendus n'avaient jamais été officiellement conclus.
Les acheteurs de haut vol présumés se révélèrent être des sociétés écrans. Les relevés bancaires révélèrent des lignes de crédit dangereusement élevées proches du défaut de paiement. Les retombées furent immédiates. Les investisseurs disparurent, la couverture médiatique devint venimeuse et des conséquences juridiques potentielles se profilaient. Maya Stone, autrefois joyeuse aux côtés de Jess, vit l'empire de la mode de son père se dissocier de Jess pour sauver la face. Publiquement, elle essaya de maintenir sa grâce, mais intérieurement, elle fulminait sur la façon dont cela ternirait sa propre réputation. Au milieu de ce chaos, Jess passait ses journées à répondre aux appels frénétiques d'avocats et de banquiers. Il arpentait son Penthouse, autrefois symbole de succès, maintenant une chambre d'écho de désespoir. Les factures s'accumulaient et ses comptes personnels étaient gelés en attendant l'enquête. L'avenir s'annonçait sombre. Un après-midi, alors qu'il actualisait sa boîte de réception à la recherche d'une lueur d'espoir, ses yeux tombèrent sur un clip d'actualité. Il montrait la vidéo du yacht d'Amira, ses triplés piaillant de joie, et un bref extrait d'interview où elle recevait le prix de l'étoile montante. La vive douleur du regret lui tordit les entrailles. Il se souvenait de leur dernière conversation, son adieu dédaigneux le piquant toujours. Il ne put s'empêcher de penser, elle a prospéré sans moi. En fait, c'est un phénomène. C'était une pilule amère à avaler. Et avec son propre monde s'effondrant, Jess sentit les murs de sa fierté se refermer sur lui. L'homme qui avait autrefois dit qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui voyait, en temps réel, comment elle s'était épanouie en une star tandis que son propre empire vacillait au bord de l'effondrement. Amira était au milieu d'une séance de travail tard dans la nuit, une tasse de tisane chaude à côté d'elle. Elle finalisait une nouvelle gamme de produits pour les traitements sensibles du cuir chevelu. Des formules d'essai s'alignaient sur les étagères de sa cuisine comme de petits soldats attendant l'inspection. Les triplés, maintenant endormis, avaient laissé derrière eux une zone de guerre de jouets éparpillés dans le salon. Elle les ramasserait plus tard, décida-t-elle. Pour l'instant, la créativité coulait à flot. Son téléphone vibra, et elle faillit l'ignorer, mais la vibration persistante la fit jeter un coup d'œil à l'écran. Son cœur sursauta en voyant l'identification de l'appelant, Jess. Cela faisait des mois depuis leur réunion gênante au gala. Elle fixa l'écran, se demandant si elle devait décrocher ou laisser sonner. La curiosité l'emporta. Peut-être s'agissait-il de quelque chose d'important. Elle répondit prudemment. « Allô ?» Sa voix craqua, brute d'émotion. « Amira. »« Écoute, je suis désolé d'appeler à l'improviste. C'est juste que, les choses vont mal, très mal. » Elle pouvait l'entendre respirer lourdement. Comme au bord de la panique. Les souvenirs de sa trahison lui revinrent en mémoire. Sa voix resta calme. « Que veux-tu, Jess ?» Il marqua une pause, déglutissant. « J'ai tout gâché. Mon entreprise, mes finances, tout s'effondre. Tu as probablement vu les nouvelles. Je suis. » Sa voix trembla. « J'ai fait une erreur. » Silence. Elle ressentit un tourbillon de compassion et de ressentiment. Une partie d'elle se souvenait à quel point elle s'était sentie seule quand il était parti. Comment elle s'était battue bec et ongles pour construire une nouvelle vie alors qu'elle était enceinte de ses enfants dont il ne connaissait même pas l'existence. « Je ne peux pas réparer tes erreurs, Jess, dit-elle finalement, le ton ferme mais pas méchant. Il laissa échapper un soupir haletant. C'est juste que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui ne me voit pas comme un escroc total. Tu es la seule personne qui s'est jamais vraiment souciée de moi. » Elle le coupa, sa patience à bout. « Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as choisi cette voie. Tu m'as quitté pour Maya, pour tes propres ambitions. Je ne serai pas ton épaule pour pleurer. » Il y eut un moment de silence stupéfait. Elle pouvait pratiquement sentir son choc face à sa froideur. L'ancienne Amira se serait adoucie, lui aurait peut-être même offert du réconfort. Mais... Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Léa était assise dans le tribunal stérile, le cœur battant contre sa cage thoracique alors qu'elle fixait la table en bois devant elle. L'odeur de vieux papier et de légère moisissure s'accrochait au mur froid. Le temps semblait ralentir.
Elle pouvait presque entendre le tic-tac de l'horloge au-dessus du banc du juge. Son avocat, un homme au visage sévère dans un costume impeccable, remuait discrètement quelques papiers de dernière minute. C'était ça, les dernières minutes avant que tout ne change. Adrian, son futur ex-mari, était assis à 2 chaises de là. Il était grand, avec des cheveux impeccablement plaqués en arrière et une expression de certitude suffisante. Il portait un costume bleu marine sur mesure comme s'il était la vedette d'une grande représentation. Et à bien des égards, il l'était. De temps en temps, il jetait un regard à Léa avec une fausse inquiétude avant de reporter son attention sur le juge. L'estomac de Léa se noua. Elle avait 34 ans, et ce n'était pas la vie qu'elle s'était imaginée. Lorsqu'elle avait épousé Adrian, elle croyait au conte de fées. Elle pensait qu'il était fier de sa force tranquille, mais au fil des ans, il avait érodé sa confiance en elle jusqu'à ce qu'elle peine à reconnaître son propre reflet. Maintenant, l'homme qui lui avait autrefois promis l'éternité était sur le point de finaliser un acte qui romprait complètement leur lien. Tout debout, entonna l'huissier, sa voix résonnant contre les murs en bois. Le juge entra, une femme d'une 50aine d'années aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique. La finalité de tout cela pesait lourdement sur la poitrine de Léa. Elle était certaine qu'Adrian ne ressentait rien de tel. La procédure de divorce fut rapide. Le juge lut leurs conditions respectives: partage des biens, division de la maison qu'ils avaient autrefois partagée, et dissolution officielle d'un mariage qui avait depuis longtemps perdu sa chaleur. Il n'y eut pas de litige majeur concernant la pension alimentaire, bien que l'avocat d'Adrian ait pris soin de souligner que Léa avait un potentiel de revenus limité, comme si elle était une enfant ayant besoin de pitié. Léa baissa les yeux sur son stylo, ses jointures blanchissant sous la pression de sa poigne. Lorsque le juge les déclara légalement divorcés, Adrian se pencha, juste assez pour que Léa l'entende. Sa voix, un murmure bas et dédaigneux, lui glaça le sang. « Tu t'effondreras sans moi, dit-il. » Son haleine sentait légèrement la menthe et l'eau de Cologne bon marché, une combinaison que Léa avait autrefois trouvée réconfortante. Maintenant, cela lui donnait la nausée. Léa serra les lèvres, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Son cœur battait la chamade. Une partie d'elle voulait sangloter là, dans la salle d'audience, mais une autre partie, celle qu'Adrian n'avait jamais daigné voir, s'enflamma d'une colère silencieuse. Elle se promit silencieusement que ces mots ne la définiraient pas. Ils signèrent tous les papiers définitifs. Sur ce, le juge hocha la tête, ferma le dossier et quitta la salle d'audience. Léa resta assise un instant de plus, fixant le sceau officiel sur les documents. C'était fait. Adrian se leva, glissant son stylo dans la poche intérieure de sa veste avec un air de triomphe final. Il lui lança un dernier regard appuyé, comme pour dire « Tu as perdu. J'ai gagné. » Mais Léa n'était pas sûre de qui avait vraiment gagné ou perdu, du moins pas encore. Devant le palais de justice, le ciel était d'un gris couvert qui correspondait à l'humeur de Léa. Le vent froid lui fouettait les cheveux contre les joues. Elle resserra son manteau autour d'elle, ne désirant rien de plus que de rentrer chez elle et de se rouler en boule. Au moment où elle descendait les marches du palais de justice, elle entendit une salve de cris provenant de ce qui semblait être un groupe de paparazzis. Des paparazzis, pensa-t-elle, confuse. Adrian avait autrefois été un petit mondain, connu pour quelques affaires tapas à accent graveleuil et une habitude d'étaler sa richesse lors de galas. Léa supposa que les chroniques mondaines locales avaient flairé le drame. Adrian sortit du palais de justice juste derrière elle. Et avec lui se trouvait Carmen, la femme que la rumeur désignait comme sa nouvelle flamme. Carmen ne perdit pas de temps pour faire sentir sa présence. Elle attrapa Adrian par les revers de sa veste et lui déposa un baiser théâtral sur les lèvres tandis que les appareils photo crépitaient. Le flash des lumières étourdit Léa, qui resta immobile, les yeux fixés sur le spectacle qui se déroulait. « Adrian, est-il vrai que tu vois déjà quelqu'un d'autre » cria un journaliste. « Est-ce que vous deux prévoyez un mariage » hurla un autre. Carmen se retira d'Adrian avec un sourire satisfait, jetant un coup d'œil en direction de Léa comme pour jubiler. Le visage de Léa brûlait de honte. Une vague de nausée la submergea, elle lutta pour rester calme. Elle voulait se cacher, disparaître quelque part loin où personne ne connaissait son nom. Adrian ricana subtilement en direction de Léa. « Viens, Carmen, sortons d'ici » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Les caméras vrombirent, capturant chaque seconde de la mortification de Léa. Elle n'avait ni l'énergie ni le désir de répondre.
Elle tourna simplement les talons et s'éloigna, se fondant dans la foule des badauds, son cœur battant un rythme funèbre dans ses oreilles. Léa réussit à se glisser dans une ruelle tranquille près du palais de justice. Elle s'appuya contre un mur de briques, inspirant l'air vif et froid tout en essayant de se calmer. La scène humiliante se rejouait dans son esprit. Adrian et Carmen, enlacés dans un baiser éhonté aux yeux du monde entier, et elle, s'éloignant comme un animal blessé. Elle serra les poings, les larmes piquant au coin de ses yeux. Elle se demanda à quoi ressemblait sa vie pour ceux de l'extérieur, une femme bafouée, éclipsée par la nouvelle relation flamboyante de son ex-mari. Si seulement il savait la vérité. Si seulement il savait à quel point Adrian avait été silencieux et manipulateur. Si seulement il comprenait les nuits que Léa avait passées à pleurer dans son oreiller, se sentant sans valeur. Mais il ne le savait pas. Alors elle laissa couler les larmes, juste un instant, puis les essuya. Elle ne pouvait pas s'effondrer, quoi qu'en pense Adrian. L'appartement de Léa était un espace modeste. Les murs étaient peints d'un crème doux, le sol d'un parquet chaleureux qui craquait à chaque pas. Après le spectacle du palais de justice, elle réussit à rentrer chez elle sans autre incident. La première chose qu'elle fit fut de verrouiller la porte derrière elle et de s'affaisser sur le canapé, serrant un coussin contre sa poitrine. Un instant, l'engourdissement menaça de la consumer. Le poids de la journée pesait sur ses épaules comme une enclume. Elle alluma une lampe, projetant une faible lueur dans le salon. Sur la table basse, se trouvaient les vestiges de sa vie passée. Des photos encadrées d'elle et d'Adrian. Photos de mariage, clichés de vacances, célébrations d'anniversaire. Toutes racontaient un mensonge, une histoire soignée de sourires et d'intimité forcée. Lentement, elle rassembla les photos dans ses mains, les étalant sur le sol devant elle. La lampe vacillante donnait aux images une qualité surréaliste, comme si elle regardait dans la vie de quelqu'un d'autre. Une par une, elle les étudia. La photo de mariage la montrait en robe blanche, debout à côté d'Adrian devant une arche florale. Sur ce cliché, elle arborait une expression pleine d'espoir, ignorant encore l'érosion émotionnelle qui allait suivre. Une boule se forma dans sa gorge. Elle repensa au petit moment, comme la façon dont, un mois après le mariage, Adrian avait commencé à critiquer ses choix vestimentaires. Il disait qu'il voulait qu'elle ait l'air, plus classe, plus en phase avec son image. Puis, il n'aima plus sa coiffure. Au fil des ans, ses critiques s'étaient transformées en une tour de négativité qui éclipsait tout le reste. Et Léa avait eu trop peur de la démolir. Elle attrapa un briquet, la main tremblante. Avec précaution, elle alluma le coin d'une photographie. La flamme prit, gondolant les bords de l'image jusqu'à ce que le visage souriant d'Adrian se déforme en une caricature tordue. Léa la laissa tomber dans une poubelle en métal qu'elle avait placée sur le sol. Elle regarda les photos se transformer lentement en cendres, les dernières preuves physiques de ses illusions partant en volutes de fumée. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Le chagrin était réel. Le sentiment de perte, écrasant. Ce n'était pas seulement la perte d'un mariage, c'était la perte de tout ce temps qu'elle ne pourrait jamais récupérer, de la confiance en soi qu'elle avait sacrifiée pour maintenir la paix, des rêves qu'elle avait retardés parce que quelqu'un lui avait dit qu'elle n'était pas assez bien. Léa ferma les yeux, inspirant l'odeur âcre du papier brûlé. Elle fit un vœu à cet instant. Elle ne donnerait plus à Adrian la satisfaction de régir ses émotions. Cela prendrait peut-être du temps, et ce ne serait peut-être pas un parcours net ou facile, mais elle ne vivrait plus jamais dans son ombre. Une dernière larme tomba alors qu'elle allumait la radio, laissant une douce chanson emplir le vide de son appartement. Le lendemain matin, une lumière grise et pluvieuse filtrait à travers les voilages de la chambre de Léa. Elle se réveilla avec une douleur sourde dans la poitrine, le visage encore gonflé d'avoir pleuré. Elle posa les pieds sur le tapis, prenant un moment pour se recentrer avant de se traîner jusqu'au placard. À l'intérieur de ce placard se trouvait une collection de vêtements qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Robe de créateur, chemisier au ton sourd qu'Adrian préférait, et talons qui faisaient mal aux pieds de Léa après quelques minutes seulement. Chaque pièce représentait un moment où Adrian avait dit « Tu serais mieux si tu portais ça ». Ou « Cette couleur te va bien, mais celle-là est trop criarde ». Et elle s'était conformée, voulant toujours lui plaire, éviter une autre dispute, une autre litanie de critiques. Elle passa la main le long des rangées de cintres, sentant les tissus luxueux glisser entre ses doigts. Pourtant, aucune de ces tenues ne lui ressemblait. À 34 ans, elle réalisa qu'elle n'avait aucune idée de son propre style personnel.
Tant de décisions avaient été orchestrées par les opinions d'Adrian que Léa se sentait dépouillée de sa propre identité. Une vague d'anxiété lui serra la poitrine. Elle se souvint des derniers mots qu'il avait murmurés au tribunal. « Tu t'effondreras sans moi. » Y avait-il une part de vérité là-dedans? Léa ressentit une pointe de doute. Elle n'était pas riche, et son travail dans une agence de marketing locale n'était pas exactement épanouissant. Elle avait laissé sa carrière stagner parce qu'Adrian avait dit un jour que ses ambitions ne la mèneraient nulle part. « Tu es trop tendre », lui avait-il dit. « Tu n'as pas l'instinct de tueur qu'il faut pour réussir en affaires. » Attrapant un simple chemisier gris et un jean, Léa s'habilla machinalement. Elle s'arrêta devant le miroir, observant son reflet. Cerne sous les yeux, cheveux non coiffés depuis des jours, et posture voûtée. Elle faillit ne pas reconnaître la femme qui la regardait. « Tu es libre », se murmura-t-elle. Les mots sonnaient creux, mais elle les répéta quand même. « Tu es libre. » Mais la liberté pouvait être terrifiante. Léa prit une inspiration tremblante et décida qu'elle avait besoin d'air. Peut-être une promenade. Peut-être un café. N'importe quoi pour la sortir de cet espace claustrophobe qui débordait des reliques de son ancienne vie. Léa était à mi-chemin de son café, assise dans un coin tranquille d'un café local, quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Naomi entra, sa meilleure amie depuis l'université, un tourbillon d'énergie dans un manteau rouge vif et des bottes. Elle balaya le café du regard, repéra Léa et marcha vers elle avec une détermination sans faille. « Ma belle, tu aurais pu m'appeler », s'exclama Naomi en se glissant sur la chaise en face de Léa. Son ton était mi-réprobateur, mi-inquiet. Elle releva ses lunettes de soleil sur le haut de ses tresses, révélant des yeux remplis d'empathie. Léa força un faible sourire. « Tout s'est passé si vite, Naomi. » Naomi laissa échapper un soupir théâtral, puis tendit la main par-dessus la table pour saisir celle de Léa. « J'ai vu les photos en ligne, » dit-elle, faisant référence au fiasco des paparazzis. « Cet homme n'a aucune honte, mais tu sais quoi? Bon débarras. » Léa ravala la boule dans sa gorge, hochant lentement la tête. Elle appréciait que Naomi ne prenne jamais de gants avec les dures vérités. « Il pense que je vais m'effondrer, » dit-elle doucement, faisant écho aux paroles blessantes d'Adrian. Naomi plissa les yeux, la mâchoire volontaire. « Il a tort, et je veillerai personnellement à ce que tu ne le fasses pas, regarde-moi. » Elle attendit que Léa lève les yeux. « Il ne t'a pas brisé. En fait, il t'a libéré. Tu ne le vois juste pas encore. » La porte du café tinta de nouveau, attirant momentanément l'attention de Léa sur un groupe d'adolescents qui entraient en rigolant. Elle se retourna vers Naomi, sentant sa gorge se serrer d'émotion. « J'ai passé des années de ma vie à essayer de lui plaire, » admit-elle, la voix tremblante. « Et maintenant? Je ne sais même pas quoi faire ensuite. » Naomi lui serra les mains. « On reconstruit, Léa. Pas à pas. D'abord, on va te sortir de ce marasme émotionnel. Ensuite, on va te rappeler le génie qui a toujours été en toi. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas si je suis géniale, » dit-elle d'une petite voix. L'expression de Naomi devint féroce. « Alors il est grand temps que tu l'apprennes. À partir de maintenant. Viens. » Avant que Léa ne puisse protester, Naomi se leva, l'attirant presque de son siège. « On s'en va », annonça-t-elle. « Ta séance d'apitoiement est officiellement annulée. » Dehors, la pluie avait cessé, laissant les trottoirs scintiller sous la lumière du matin. Naomi héla un taxi, son manteau vif contrastant fortement avec le paysage urbain gris. En montant à l'arrière, Léa sentit quelque chose changer en elle. Naomi avait raison. C'était peut-être ça, la liberté. Cela pouvait faire mal maintenant, mais elle avait une chance de se retrouver. Et elle aurait Naomi à ses côtés, la poussant à avancer à chaque étape. Après une matinée mouvementée de courses et un discours de motivation de Naomi, Léa se retrouva de nouveau au même café pour une deuxième tasse de café, seule cette fois. Elle avait besoin d'espace pour tout digérer. Elle choisit une table d'angle près de la fenêtre, l'odeur des grains torréfiés apaisant ses nerfs à vif. Elle sortit un petit carnet de son sac à main, déterminée à noter quelques objectifs ou idées, n'importe quoi pour amorcer la prochaine étape de sa vie. Mais son esprit était vide, et elle se retrouva à fixer la page blanche, le stylo planant inutilement. « Excusez-moi », fit une voix douce derrière elle. Surprise, Léa se retourna. Un homme plus âgé,
aux cheveux poivre et sel et au maintien soigné, se tenait là, tenant une tasse de café. Il lui semblait vaguement familier, mais elle ne pouvait pas le situer. « Puis-je m'asseoir ici » demanda-t-il en désignant la chaise vide à sa table. Léa hocha la tête, offrant un sourire poli. « Bien sûr. Je n'attends personne. » Il posa son café et retira son pardessus, le drapant sur le dossier de la chaise. « Je suis désolé de m'immiscer, continua-t-il. Mais vous me semblez familière. Avez-vous déjà assisté au séminaire d'affaires Baker & Stone il y a quelques années ?» Léa pencha la tête, fouillant sa mémoire. Puis elle se souvint, il y a 4 ans, son patron de l'époque lui avait offert un billet pour un prestigieux séminaire d'affaires. Elle s'était sentie déplacée parmi les entrepreneurs ambitieux et motivés, mais elle se souvenait vaguement d'un homme plus âgé parmi les intervenants. « C'est possible » répondit-elle avec hésitation. « J'y étais pour un week-end. J'ai pris quelques notes, j'ai essayé de ne pas avoir l'air perdu. » « Étiez-vous » ? Un des conférenciers. Il gloussa chaleureusement, tendant la main. « En effet. Je m'appelle James Harwood, M. Harwood pour la plupart de mes collègues, mais vous pouvez simplement m'appeler James. » Léa lui serra la main, sa curiosité piquée. « Léa. Léa Reynolds. » Il haussa les sourcils. « Je me souviens que vous aviez posé une question sur l'image de marque personnelle, quelque chose sur la façon de se démarquer dans un marché saturé. » Elle rit doucement, un peu gênée. « Je n'arrive pas à croire que vous vous en souveniez. C'était il y a une éternité. » M. Harwood se pencha en arrière dans sa chaise, croisant une jambe sur l'autre. « J'ai une bonne mémoire pour les gens qui montrent une réelle curiosité, dit-il, et d'après ce que je me souviens, vous aviez du potentiel. » Il marqua une pause, étudiant son visage. « Alors, Léa Reynolds, que faites-vous de vos journées ?» Léa hésita. Sa vie était en désarroi. Voulait-elle vraiment admettre qu'elle était une femme fraîchement divorcée sans direction précise? Mais il y avait quelque chose dans le comportement de M. Harwood qui inspirait confiance. « Je suis, en transition, dit-elle finalement, remuant distraitement son café. Je travaillais dans le marketing pour une entreprise locale, mais je cherche quelque chose de nouveau, quelque chose de plus en phase avec qui je suis. » M. Harwood hocha la tête, assimilant ses paroles. Puis il sourit, une lueur de connaissance dans ses yeux. « Eh bien, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, si vous êtes ouverte à discuter d'opportunités. » Il lui glissa une carte de visite sur la table. « Je suis toujours à la recherche de personnes talentueuses avec des perspectives nouvelles. » Léa prit la carte, lisant son titre, James Harwood, investisseur en capital risque et consultant en stratégie. Son cœur s'emballa. Serait-ce le début de quelque chose de plus grand? Elle esquissa un petit sourire. « Cela me plairait, dit-elle. » Ils convinrent d'un moment pour discuter des possibilités, et Léa sentit un tourbillon d'excitation et de nervosité en elle. Alors que M. Harwood se levait pour partir, il lui tapota l'épaule. « Parfois, Léa, les fins les plus difficiles mènent au meilleur nouveau départ. » Elle hocha la tête, sentant soudain une étincelle d'espoir. Peut-être que la cruelle prophétie d'Adrian sur son effondrement était fausse. Peut-être, juste peut-être, était-elle sur le point de découvrir une force qu'elle ne soupçonnait pas. Léa arriva à l'immeuble de bureau de M. Harwood la semaine suivante, des papillons dans l'estomac. Le gratte-ciel dominait la ville, témoignage élégant de l'architecture moderne. Elle se sentit petite en entrant dans le hall au sol de marbre, mais elle se rappela que c'était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Après s'être enregistrée à la réception, elle fut escortée jusqu'à un spacieux bureau d'Anglo 35e. Rappelait le vœu qu'elle avait fait dans cette clinique, les protéger, leur donner une vie pleine d'amour, aussi difficile soit-elle. Seule dans un petit cottage côtier, entourée par le murmure des vagues, elle ressentait à la fois le poids d'une énorme responsabilité et la joie indescriptible de la maternité. Et à travers tout cela, les triplés devinrent ses étoiles directrices dans un ciel autrement sombre. Lorsque les triplés atteignirent l'âge de 6 mois, Amira se surprit à aspirer à un but au-delà des changements de couches et des chauffe-biberons. Non qu'elle n'adorât pas la maternité, elle chérissait chaque gazouillis et chaque petit point serré autour de son doigt. Mais elle savait aussi qu'elle devait construire un avenir stable. Un après-midi venteux, elle se tenait dans sa minuscule cuisine, regardant la vapeur s'échapper d'une marmite bouillante. Elle avait essayé différents remèdes à base de plantes pour les légères irritations cutanées des bébés.
Des concoctions naturelles comme des baumes à la camomille et des bains d'avoine. Une étincelle d'inspiration jaillit. Elle se souvint comment, avant même de rencontrer Jess, elle avait eu une fascination pour les soins de la peau, s'essayant à des gommages et des lotions faits maison. Elle commença à mélanger de petites quantités de crème, utilisant des herbes et des huiles locales pour créer des baumes apaisants. Les formules étaient plus raffinées que la recette moyenne faite maison. Amira passait des nuits tardives à étudier la chimie des ingrédients, testant chacun soigneusement sur elle-même. Son cuir chevelu picotait d'excitation à l'idée de transformer ce passe-temps en revenu. Cela commença simplement. Elle publia une seule photo de produit sur un compte de réseau social jetable. Aucune information personnelle, juste des photos d'un petit pot étiqueté « Nira Natural », un clin d'œil à son nom. Elle offrit des échantillons gratuits à quelques mères locales dont les bébés avaient de légers problèmes de peau, espérant des commentaires honnêtes. Le mot se répandit. En une semaine, elle eut 10 commandes, puis 30, chacune provenant de mères locales vantant sa formule douce et efficace. Les triplés étaient souvent en arrière-plan, gazouillant ou dormant, pendant qu'elle versait soigneusement les crèmes dans de petits pots en verre, les scellant avec une étiquette faite maison. Sur un coup de tête, elle prit une photo des pots alignés sur son comptoir de cuisine, avec la légende « Pour chaque problème, la nature a une solution. Fait avec amour depuis mon petit cottage ». Elle inclut un lien pour les achats. Elle s'attendait à ce que seule une poignée de personnes le voient. Mais le produit trouva un écho. Des courriels arrivèrent d'autres États, des clients louant l'effet calmant sur les peaux sensibles, ou la divine odeur de la formule. Certains partagèrent des histoires sur la façon dont la crème avait aidé à soulager certaines éruptions cutanées ou sécheresses. Les commandes passèrent à 100, puis plus. Sa petite cuisine se transforma bientôt en un mini-laboratoire animé, et le salon en une station d'emballage improvisée. Tard un soir, alors que les bébés dormaient, elle tint un pot de son produit, les larmes aux yeux. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Pour la première fois, elle entrevit les germes d'un retour, la possibilité qu'elle puisse non seulement survivre mais prospérer. Et dans la douce lueur de la lampe de son cottage, avec l'océan murmurant à l'extérieur, elle osa rêver en grand. Ce qui avait commencé comme un filet d'eau se transforma en une cascade rugissante. Un jour, elle se réveilla face à une avalanche de commandes dans sa boîte de réception. Une modeste influenceuse en soins de la peau était tombée sur sa publication et avait vanté sa crème sur une grande plateforme de médias sociaux. Soudain, la femme invisible derrière Nira Natural devint un sujet brûlant. Les gens se précipitèrent pour essayer son baume magique, louant sa formule douce pour tout, de l'eczéma au coup de soleil. C'était une bénédiction et un cauchemar logistique. En une semaine, elle avait 5000 commandes. Les boîtes qu'elle avait autrefois soigneusement empilées dans le salon couvraient maintenant chaque centimètre d'espace disponible. Elle avait à peine le temps de prendre une douche, encore moins de manger. Entre tirer son lait, nourrir les triplés, les bercer pour les endormir et répondre aux emails des clients, elle était debout près de 20 heures par jour. Néanmoins, l'épuisement ne pouvait pas ternir la vague d'euphorie. Chaque achat confirmé était un pas de plus vers la sécurité financière. Chaque évaluation 5 étoiles ressemblait à une validation pour tout le chagrin et la solitude qu'elle avait enduré. Son téléphone vibrait sans cesse de notifications. Des fournisseurs de toute la région lui proposaient des herbes et des huiles en vrac. Des expéditeurs locaux voulaient établir un partenariat. Elle faillit même craquer le jour où l'approvisionnement en ingrédients pour sa crème la plus vendue fut épuisé. Elle se retrouva à appeler frénétiquement les fermes locales, la voix tremblante alors qu'elle demandait des livraisons accélérées de lavande et de camomille. Pourtant, à force de courage et après quelques larmes, elle réussit à maintenir la production. Un nouveau problème surgit. Les gens voulaient rencontrer la créatrice en personne. Le succès fulgurant de sa marque attisa la curiosité, en particulier parmi la presse locale. Pourtant, Amira restait prudente, protectrice de sa vie privée. Elle déclina poliment les interviews, invoquant son désir de rester en coulisses. Certains trouvaient cela mystérieux, voire intrigant. Un soir, alors qu'elle scellait sa dernière commande, elle jeta un coup d'œil au cottage encombré. Les boîtes étaient empilées jusqu'au plafond, des notes de formules éparpillées sur la table de la cuisine, et son ordinateur portable émettait des bips de messages urgents. Elle s'affaissa dans le fauteuil usé, Noah, Nia et Neva dormant paisiblement dans leur chambre. Malgré le chaos, un profond sentiment d'accomplissement l'enveloppa. En 6 mois,
elle était passée de presque sans-abri et le cœur brisé à une entrepreneuse très demandée. Elle attrapa son téléphone, luttant contre l'envie de parcourir les réseaux sociaux de Jess. Mais ce soir-là, elle ne cherchait pas le chagrin. Elle s'émerveillait du chemin parcouru par elle-même. Murmurant dans le silence, elle dit « On l'a fait, mes bébés. On est en train de le faire. » Ces mots emplirent le petit cottage d'un doux triomphe qui repoussa tous les fantômes de son passé. Le buzz autour de Nira Natural ne fit que grandir. Des maquilleurs de renom et des gourous de la beauté sur les plateformes sociales commencèrent à mentionner la marque. Certains avaient acheté des produits en secret, les avaient testés et ne cessaient de s'extasier sur les résultats. Les forums de beauté s'enflammèrent avec des fils de discussion comme « Avez-vous déjà essayé Nira Natural ?» et « Qui est le génie derrière cette marque ?» Parmi les commentaires, les spéculations allaient bon train. Certains disaient que la fondatrice devait être une chimiste à la retraite ou une riche héritière ayant accès à des ingrédients rares. D'autres affirmaient que ce devait être une célébrité bien connue déguisée. La marque n'avait pas de visage officiel, juste le nom, Nira Natural, et une adresse e-mail. Amira regardait tout cela se dérouler depuis son cottage, un mélange d'amusement et de fierté dansant dans sa poitrine. Ces triplés étaient maintenant de jeunes enfants joueurs, se dandinant dans le salon alors qu'elle essayait de les éloigner du ruban d'emballage et des peaux fragiles. Parfois, l'un d'eux entrait dans le champ de la caméra lors de ses rares appels Zoom avec les fournisseurs. Les gens trouvaient cela adorable, bien qu'elle maintint des limites strictes concernant sa vie personnelle. Pourtant, des rumeurs commencèrent à circuler dans les milieux d'affaires sur qui était réellement Nira. Une grande société de distribution l'approcha avec une offre de partenariat lucrative, mais elle n'était pas encore prête à passer à l'échelle supérieure. Elle craignait de perdre l'authenticité de sa marque, ou pire, de laisser son identité fuiter avant d'être prête. Un soir, après une journée chaotique à tester un nouveau sérum pour le visage, elle reçut un email énigmatique. « Chère Madame Nira, nous admirons votre travail et souhaitons collaborer. Nos consultants prévoient un potentiel massif pour vos produits. Nous aimerions discuter d'un éventuel investissement ou partenariat. Cordialement. Voss Global Tech. » Ses yeux s'écarquillèrent. Voss Global Tech était un conglomérat de plusieurs milliards de dollars, principalement dans le domaine des logiciels, mais connu pour investir dans des marques de style de vie prometteuses. Le PDG, Roman Voss, était notoirement discret mais profondément influent. Pourquoi un géant de la technologie s'intéressait-il à sa ligne de soins de la peau de niche? Une excitation nerveuse la parcourut. Elle tapa rapidement une réponse polie, déclinant une rencontre en personne mais ouverte à l'exploration d'une synergie. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Alors que les tout-petits jouaient à ses pieds, elle les regardait avec tendresse. Elle avait bâti Nira Natural pour eux. Pour un avenir stable. Pourtant, les grandes ligues l'appelaient. Une partie d'elle se demandait si c'était la prochaine étape vers un lendemain encore plus radieux. Elle ne savait pas encore que son anonymat était sur le point d'être remis en question d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. L'industrie de la beauté voulait des réponses, et plus elle essayait de rester cachée, plus il devenait intrigué. Lorsque l'invitation arriva, elle scintillait de garnitures dorées et sentait légèrement la rose. Les Lux Beauty Awards. Amira faillit la laisser tomber en lisant le texte en relief. Elle avait été nominée pour le prix de la marque de soins de la peau étoile montante de l'année. La cérémonie devait être une grande affaire dans la plus prestigieuse salle de bal d'hôtel de la ville. Tapis rouge, flûte de champagne, tout le tralala. Au début, elle hésita. Elle avait évité les projecteurs pendant plus d'1 an, préférant l'anonymat et le calme de sa vie côtière. Mais l'invitation était trop importante pour être ignorée. C'était une chance de monter sur une plus grande scène, d'obtenir une reconnaissance qui pourrait assurer l'avenir de ses triplés. Après une introspection et des discussions avec quelques conseillers de confiance, elle décida d'y aller, bien que la nervosité dansa dans son estomac comme des lucioles. Trouver une garde pour les triplés fut un défi, mais sa voisine amicale, Madame Perkins, se porta volontaire. Amira, peu portée sur la haute couture, emprunta une superbe robe couleur champagne à une boutique locale qui adorait sa marque. Le soir du gala, en enfilant la robe, elle reconnut à peine la femme dans le miroir. Élégante, posée, les cheveux relevés en un chignon impeccable. Elle prit une dernière profonde inspiration, se répétant « Tu le mérites ». Le hall de l'hôtel était un tourbillon de lumière, de paparazzi et de discussions. Elle garda le regard fixé devant elle, ignorant les flashs des appareils photo.
la plupart des gens ne la reconnaissaient pas, mais la presse, soupçonnant que la fondatrice insaisissable pourrait être présente, braquait ses objectifs sur toute nouvelle venue pour tenter d'obtenir un scoop. À l'intérieur, des lustres en cristal illuminaient des tables rondes ornées de fleurs fraîches. Le brouhaha était un mélange harmonieux de voix excitées. Elle pouvait sentir le bourdonnement du pouvoir dans la pièce au PDG, influenceurs de premier plan, célébrités de premier ordre, tous gravitant autour des cocktails et des hors-d'œuvre. Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait de trouver sa place, les yeux cherchant des visages familiers, bien qu'elle n'en attendît aucun. Juste au moment où elle atteignit sa table désignée, quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna vivement, rencontrant le regard froid et confiant d'un homme impeccablement vêtu. Il sourit poliment. « Amira, je présume, demanda-t-il, la voix soyeuse, comme s'il la connaissait déjà. « Je suis Roman Voss. Vous avez peut-être vu mon nom dans un email. Je n'ai jamais reçu de suivi de votre part. » Amira déglutit difficilement. Le Roman Voss? Le milliardaire reclus de la tech qui lui avait envoyé cet email énigmatique? En personne, il dégageait une autorité calme. Elle réussit à prendre une inspiration régulière. Oui, je me souviens de votre message. Veuillez m'excuser de ne pas avoir répondu plus tôt. Les choses ont été mouvementées. Il eut un léger rire. Aucune excuse n'est nécessaire. Félicitations pour votre nomination ce soir. Je sais combien il peut être difficile de rester discret dans cette industrie. Elle ne sentit aucune malice. Seulement une curiosité sincère. Il lui désigna son siège, et tandis qu'il marchait, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards attentifs des curieux. Malgré l'attention, il semblait imperturbable. Après quelques politesses sur le marché florissant des soins de la peau et les collaborations potentielles, ils s'installèrent pour profiter du spectacle. Mais aucun d'eux ne réalisait que cette nuit enflammerait les gros titres bien au-delà de toute affaire commerciale. Les annonces se succédèrent toute la nuit dans un faste étincelant. Les marques récupéraient leur prix, chaque discours de remerciement plus reconnaissant que le précédent. Amira essayait de garder son sang-froid, applaudissant poliment tandis que son esprit bouillonnait d'anticipation. Elle se sentait sous-habillée dans une mer de robes de créateurs, mais la présence calme de Roman à côté d'elle offrait une réassurance inattendue. Pendant un bref entracte, elle s'excusa pour trouver un coin tranquille et calmer son cœur qui s'emballait. Le gala était plus grand que nature. Plus glamour que tout ce qu'elle avait connu. Elle avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle. Serrant son petit sac à main, elle passa devant de hautes colonnes pour entrer dans un couloir voisin éclairé par de douces lampes dorées. C'est alors qu'elle les vit, Jess et Maya Stone. Ils sortaient de l'ascenseur, flanqués d'hommes en smoking et de femmes en robes scintillantes. Elle n'en croyait pas ses yeux. Sa gorge se serra. Ses cheveux étaient plus courts, son costume taillé à la perfection. Maya, aussi radieuse que ses réseaux sociaux la montraient, glissait à ses côtés avec un sourire étudié. Le pouls d'Amira s'accéléra. Elle pensait pouvoir s'éclipser sans être remarquée, mais le destin en avait décidé autrement. Jess se retourna, leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, il ne la reconnut pas. Elle rayonnait, transformée par la confiance et le succès. Puis, la prise de conscience se fit. Ses pas ralentirent, et quelque chose vacilla dans son regard. Le choc, suivi d'une pointe de regret ou peut-être même de désir. Un instant, aucun ne parla. Le bourdonnement du gala résonnait derrière eux comme une vague lointaine. Maya, inconsciente, continuait de discuter avec un autre invité. Puis Amira retrouva son sang-froid. Elle offrit un sourire poli, les lèvres ne se courbant que légèrement, et passa devant lui comme s'il n'était qu'un étranger parmi d'autres. Pourtant, Jess se remit rapidement de son choc. « Amira » appela-t-il, la voix chargée d'incrédulité. Amira s'arrêta, se tournant juste assez pour hocher la tête en signe de reconnaissance avant de poursuivre son chemin. Elle pouvait presque sentir son regard lui brûler le dos, un tourbillon de confusion et de regret dans ses yeux. À son insu, Roman Voss était entré dans le couloir, saisissant une partie de l'attention. Son regard perçant observa l'expression stupéfaite de Jess, puis se porta sur le visage calme d'Amira. Roman ne dit pas un mot, mais il se plaça silencieusement à côté d'Amira, la question muette dans ses yeux. « Ça va ?» Amira réussit un léger signe de tête affirmatif. Intérieurement, ses émotions bouillonnaient. Revoir Jess avait rouvert une blessure qu'elle croyait en voie de guérison.
Mais elle ressentait aussi autre chose, de la fierté. Elle n'était plus la même femme qui l'avait quittée. Ce soir, elle prenait son propre pouvoir, avec ou sans sa reconnaissance. En retournant dans la salle de bal, elle était déterminée à ne pas laisser de vieilles cicatrices éclipser une nuit qui appartenait à sa nouvelle vie. Et ainsi, elle redressa les épaules, retrouva son siège à côté de Roman, et se prépara à ce qui allait suivre, laissant Jess figée dans le couloir, hantée par la femme qui l'avait autrefois rejetée. Quand Amira retourna à sa table, les lumières s'éteignirent et un silence tomba sur la foule. Un projecteur vacilla, affichant des clichés des marques nominées, y compris Nira Natural. Son cœur battait contre sa cage thoracique. Roman Voss était assis à côté d'elle, la posture détendue mais les yeux alertes. Elle se pencha, chuchotant, « Avez-vous assisté à beaucoup de ces événements ?» Roman se tourna. Sa voix était un murmure grave. Quelques-uns. Principalement des conférences technologiques. Je suis ici ce soir parce que nous envisageons d'investir dans des marques émergentes de style de vie et de bien-être. Son regard se posa sur la scène. Mais je trouve cela plus intéressant que prévu. Amira reconnut l'éloge caché dans ses mots. Un sourire timide courba ses lèvres. J'apprécie votre intérêt. Pour être honnête, je suis encore en train de déterminer les prochaines étapes pour Nira Natural. Il l'étudia attentivement, la lueur du projecteur projetant des ombres dansantes sur son visage. Vous avez construit quelque chose de remarquable à partir de rien. Ce n'est pas seulement du talent. C'est de la ténacité. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix du présentateur retentit dans les haut-parleurs, annonçant les nominés pour la marque de soins de la peau étoile montante. Elle se redressa, le cœur battant comme un tambour affolé. Le projecteur balaya le public comme un phare chercheur. Puis vint le moment dont elle n'avait jamais osé rêver. Et la gagnante est Nira Natural. Un projecteur inonda sa table. Elle se figea, le choc se transformant en euphorie. Les applaudissements retentirent. Les appareils photo crépitèrent. Roman lui fit un subtil signe d'encouragement, et, les jambes tremblantes, elle se dirigea vers la scène. Le maître de cérémonie lui remit le trophée, une élégante sculpture de verre en forme de flamme montante. Debout devant une foule de personnalités bien habillées, elle agrippa le microphone. Sa bouche était sèche. Elle vigeait ses mayas au loin, mais son attention se recentra sur ce moment triomphal. Merci. Commença-t-elle doucement, sa voix résonnant dans la salle caverneuse. Je suis submergée. Nira Natural a commencé comme un besoin personnel de soins doux pour la peau, et cela a grandi grâce à la confiance des gens en la nature et en mes formules. J'accepte ceci au nom de tous ceux qui ont cru en une marque sans visage célèbre ni gros budget. Des applaudissements nourris suivirent. Les émotions gonflèrent sa poitrine. Gratitude, soulagement, admiration devant le chemin parcouru. Elle descendit de scène, serrant son prix, sentant le bourdonnement d'un millier de regards fixés sur elle. Roman l'accueillit avec un sourire sincère. Félicitations, dit-il doucement en se rapprochant. Je dirais bien de trinquer au champagne, mais quelque chose me ombé pour Carmen, ou qui que ce soit d'autre. Je suis reconnaissante pour les bons moments que nous avons partagés, mais ce chapitre est clos. Il serra les lèvres, une lueur de frustration traversant son visage. Léa, attends. Peut-être que nous nous sommes précipités pour le divorce. Elle expira, ramassant son sac à main. C'est trop tard. Puis elle lui lança un regard appuyé qui communiquait une vérité qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Je ne recycle pas les ordures. Ses yeux s'écarquillèrent, le choc déformant ses traits. Elle se leva, signalant la fin de la conversation. Au revoir, Adriane. Je te souhaite le meilleur. Le laissant avec l'addition du dîner, Léa sortit du restaurant chic dans l'air frais de la nuit, son cœur battant d'adrénaline. Elle ne ressentit aucune culpabilité, aucun doute. Elle était libre. Elle avait choisi sa voie, et Adriane n'était plus qu'une brève escale dans son rétroviseur. L'élan autour de la société de conseil de Léa continua. Monsieur Harwood estimait qu'elle était prête pour un plus grand défi, une présentation à enjeux élevés devant un panel d'investisseurs fortunés cherchant à financer des entreprises prometteuses. Leur capital combiné pourrait propulser le projet Phoenix vers de nouveaux territoires. Une expansion vers des partenariats technologiques, une équipe plus solide et un budget marketing plus important. Léa travailla sans relâche avec un petit groupe de collègues,
peaufinant chaque détail de sa présentation. Elle n'avait jamais présenté un projet pour des millions auparavant, et la pression la rongeait. Pourtant, elle se rappela que c'était le moment pour lequel elle s'était préparée, la chance de porter le projet Phoenix à un niveau national, voire mondial. Le jour de la présentation, elle entra dans la salle de conférence avec des nerfs d'acier. 5 investisseurs étaient assis derrière une longue table, chacun avec un portefeuille de notes. Monsieur Harwood se tenait au fond, les bras croisés, offrant un soutien silencieux. Kay fit également une apparition, appuyé contre une fenêtre avec une expression pensive. Léa croisa son regard, et il lui adressa un sourire encourageant. Elle commença par présenter la mission du projet Phoenix et exposer ses succès avec ses clients actuels. L'imprimerie, la start-up technologique et plusieurs autres qu'elle avait aidé à se redynamiser. Ensuite, elle partagea sa vision pour développer les opérations, embaucher des consultants spécialisés, se diversifier dans des modules en ligne pour les petites entreprises et favoriser les partenariats avec les entreprises technologiques émergentes. Quand elle eut terminé, la salle était silencieuse. Une investisseuse, une femme sévère aux cheveux argentés, rompit finalement le silence. « Vous avez clairement eu du succès, dit-elle. Mais pouvez-vous gérer les exigences d'une opération plus importante ?» Léa se redressa, soutenant son regard. « Je le peux, et je me suis entouré de personnes qui ont l'expertise qui me manque. La croissance est un effort d'équipe, et c'est la culture que nous construisons au projet Phoenix. » Un autre investisseur intervint, feuilletant les documents imprimés. « Vous demandez une somme importante, $1 million en financement d'amorçage. Comment prévoyez-vous d'utiliser ces fonds, et quand pouvons-nous espérer des retours ?» Avec une confiance inébranlable, Léa leur exposa le plan budgétaire et les prévisions de revenus. Elle avait tenu compte du marketing, du personnel et des imprévus. À la fin de son explication, les membres du panel échangeaient des regards intrigués. Ils la bombardèrent de questions pendant près d'1 heure. Elle répondit à chacune avec franchise, reconnaissant parfois ce qu'elle ne savait pas et expliquant comment elle comptait le découvrir. Au moment de conclure, Léa se sentait à la fois épuisée et pleine d'espoir. 3 jours plus tard, elle reçut l'appel. Ils étaient partants. $1 million en financement d'amorçage lui était accordé, sous réserve des détails contractuels finaux. Léa les remercia abondamment, manquant de laisser tomber son téléphone d'excitation. Elle envoya un texto à Monsieur Harwood et Naomi, puis, sur un coup de tête, elle envoya un message à Kay. « On l'a fait. Je n'arrive pas à y croire. » Kay répondit avec des émojis de célébration et une simple phrase, « Je t'avais dit que tu avais du cran. » Léa s'affaissa sur son canapé, des larmes de joie coulant sur ses joues. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une validation monumentale de tout ce pourquoi elle avait travaillé. Elle entrait résolument dans son destin, libérée des ombres de son passé. Une fois l'accord d'1 million scellé, les médias s'emparèrent de l'histoire. Une femme au foyer divorcé devient une PDG puissante, titrait un journal. Léa Reynolds, le phénix renaît de ses cendres, déclarait un autre. Le buzz médiatique était écrasant, et Léa se retrouva au centre d'une attention qu'elle n'avait jamais anticipée. Son téléphone sonnait sans cesse. D'anciens camarades de classe, des parents éloignés, même de vieux voisins qui la reconnaissaient à peine autrefois, tous désireux de la féliciter ou de prendre de ses nouvelles. Léa répondit poliment à la plupart des appels, consciente que son succès avait piqué leur curiosité. Certains voulaient des opportunités, d'autres des aides financières, et d'autres encore voulaient simplement se prélasser dans l'aura de son étoile montante. Elle reçut également un afflux de demandes commerciales. Submergée mais ravie, elle embaucha une petite équipe d'assistants pour l'aider avec l'organisation et les demandes. Naomi intervint pour gérer les relations publiques, utilisant son flair naturel pour la communication. Monsieur Harwood resta une force directrice, s'assurant que Léa ne se surmène pas ou ne perde pas de vue ses valeurs fondamentales. La vitesse de tout cela laissa Léa essouffler. Une chaîne de télévision locale lui demanda une interview en direct, où le présentateur la présenta comme « la reine du comeback ». Léa rougit, s'habituant encore à ces titres grandioses. Les caméras tournèrent, et elle répondit aux questions sur son parcours, ses motivations, son divorce, son nouveau financement d'1 million. Tout a commencé par une période de douleur, dit Léa, la voix légèrement tremblante. Mais c'est devenu une source de pouvoir. Je veux que les gens sachent que l'échec ou le chagrin d'amour ne doivent pas être une finalité. Lorsque le direct se termina, le studio éclata en applaudissements.
Les joues de Léa brûlaient d'un mélange d'humilité et de fierté. Autrefois, elle était si timide que se tenir devant une caméra l'aurait paralysée d'anxiété. Maintenant, elle s'adressait à un public de milliers, peut-être de millions de personnes, pour parler de la conquête de ses peurs. Plus tard dans la nuit, en parcourant les réseaux sociaux, Léa vit un court clip de son interview redevenir viral. Les gens semblaient captivés par la sincérité de ses yeux, la chaleur de sa voix. Elle se demanda si Adrian l'avait vu. Peut-être fulminait-il, ou peut-être était-il indifférent. Cela n'avait plus vraiment d'importance. Son téléphone sonna, un message de Kai, super interview. Félicitations. Dînons ensemble pour parler de l'avenir. Léa sentit un agréable battement dans sa poitrine. Elle tapa rapidement une réponse, avec plaisir. Organisons ça. En posant son téléphone, Léa réalisa que sa vie était méconnaissable par rapport à ce qu'elle était à peine un an auparavant. Elle était désormais un nom connu dans les cercles entrepreneuriaux, la PDG d'une société de conseil en pleine croissance, et un symbole de renaissance triomphale. Et elle se sentait prête pour tout ce qui allait suivre, déterminée à maintenir vivante la flamme de son esprit de phénix. Tandis que l'image publique de Léa montait en flèche, Carmen se retrouva empêtrée dans un scandale naissant. Des rumeurs circulaient en ligne liant son nom à une sombre affaire immobilière. Un petit groupe d'enquêteurs amateurs sur les réseaux sociaux affirmait avoir découvert que Carmen était co-signataire de plusieurs transactions immobilières douteuses, certaines impliquant des évaluations gonflées et des sociétés écrans suspectes. Au début, Carmen rejeta ces ragots comme des commérages sans fondement. Mais ensuite, un journaliste d'investigation creusa plus profondément et trouva suffisamment de preuves pour écrire un article à charge liant Carmen et quelques-uns de ses associés à des activités potentiellement illégales. Presque du jour au lendemain, les pages de Carmen sur les réseaux sociaux se transformèrent en champ de bataille. Les commentateurs exigeaient des explications, la traitant d'escroc. Adrienne observait le chaos se dérouler avec un mélange de colère et de peur. Alors que Carmen arpentait leur salon de Penthouse, lisant l'article sur sa tablette, son visage devint livide. Tout ça, ce sont des mensonges, insista-t-elle, la voix tremblante. Ils ne peuvent rien prouver. N'est-ce pas, Adrienne ? Il ne répondit pas immédiatement, ses yeux parcourant les détails incriminants de l'article. Un frisson lui parcourut l'échine. Si Carmen était réellement impliquée dans des affaires illégales, comment cela affecterait-il sa propre réputation et ses finances ? Dis quelque chose, cria Carmen, jetant sa tablette sur le canapé avec frustration. Nous devons engager une équipe de relations publiques de crise, ou un avocat. Ou les deux. Adrienne se pinça l'arête du nez, imaginant déjà comment la presse pourrait déformer cela. Calme-toi, dit-il, bien que son ton manque d'une réelle assurance. Nous trouverons un moyen de contenir la situation. Mais la tempête sur les réseaux sociaux faisait déjà rage. Les hashtags comme #ScandaleCarmen et #FraudeImmobilière commencèrent à devenir populaires localement. Les associés d'Adrienne commencèrent à prendre leur distance, envoyant des emails polis pour reporter des réunions. Les amis qui autrefois se bousculaient pour des invitations aux somptueuses fêtes de Carmen cessèrent de répondre à ses appels. Voyant son téléphone exploser de messages accusateurs, Carmen sentit son image soigneusement entretenue imploser. Elle essaya de faire un direct sur les réseaux sociaux pour se défendre, mais les commentaires furent virulents, la traitant d'arnaqueuse et pire encore. En larmes, elle mit fin à la diffusion et s'enferma dans la salle de bain. Adrienne se tenait près de la baie vitrée, fixant les lumières de la ville avec un sentiment d'effondrement. C'était tout ce qu'il craignait. Son nom traînait dans la boue à cause des ambitions imprudentes de Carmen. Il se souvint de la transformation de Léa, comment elle était sortie indemne du drame et s'était envolée vers de nouveaux sommets. Une pointe d'envie le traversa, mêlée de remords pour l'avoir laissé partir. Pour Carmen, la chute était imminente. Pour Adrienne, les regrets s'accumulaient. Aucun d'eux ne pouvait ignorer l'évidence. Léa avait trouvé son pouvoir, tandis qu'il se tenait sur des fondations chancelantes. Avec son investissement d'1 million de dollars fraîchement obtenu, Léa mit le projet Phénix à plein régime. Elle agrandit son équipe, recrutant des spécialistes en images de marque, marketing numérique et conseil financier. Sous sa direction, l'entreprise adopta une culture collaborative, où les forces de chaque membre étaient mises en valeur. L'espace de bureau qu'elle loua était un loft élégant et ouvert, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres donnant sur la ville. Des citations motivantes et des œuvres d'art sur le thème du phénix ornaient les murs.
Le bourdonnement du travail concentré emplissait l'air, clavier crépitant, appels téléphoniques avec des clients, séances de brainstorming sur des tableaux blancs. Chaque matin, Léa dirigeait une brève réunion d'équipe, partageant de nouveaux objectifs et célébrant les victoires. Elle croyait en l'importance de valoriser chacun, inversant le style de leadership toxique qu'elle avait connu sous Adrienne. Les résultats furent stupéfiants. Les clients ne tarissaient pas d'éloges sur l'attention personnalisée, et les recommandations de bouche à oreille continuaient d'affluer. Le projet Phoenix commença à exploiter le monde de la technologie, forgeant des alliances avec des startups ayant besoin d'une refonte de leur image de marque. Léa collabora avec Kai à titre d'essai, son équipe fournissant des conseils en images de marque à certaines des sociétés de son portefeuille, et en retour, il offrait des aperçus sur les innovations de pointe. La synergie semblait naturelle, voire exaltante. Elle et Kai se rencontraient occasionnellement pour dîner, la frontière entre les intérêts professionnels et personnels s'estompant agréablement. L'expansion internationale était la prochaine étape logique. Léa commença à contacter des contacts à l'étranger, nouant des relations qui pourraient ouvrir des portes en Europe et en Asie. Elle créa une sous-équipe spécifiquement dédiée à la stratégie mondiale, embauchant des consultants multilingues pour combler les lacunes de communication. Naomi s'émerveillait de la rapidité avec laquelle Léa était passée du chagrin d'amour à la direction d'un empire. « Ma belle, tu es inarrêtable », dit-elle un après-midi après une journée chargée au bureau. « Je me souviens quand tu n'osais même pas prendre la parole en réunion d'équipe, et maintenant tu diriges tout. » Léa sourit, bien que ses yeux brillent d'humilité. « J'ai eu de bons mentors. Et de bons amis. » Elle serra la main de Naomi. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Sa vie personnelle s'épanouissait également. Elle et Kai avaient développé une complicité aisée, s'envoyant des SMS, s'appelant, dînant ensemble. Il y avait une attraction mutuelle tacite, mais ils donnaient tous les deux la priorité à leurs entreprises. Occasionnellement, Kai laissait entendre qu'il voulait que leur relation dépasse les dîners professionnels, mais il respectait toujours le rythme de Léa. Pendant tout ce temps, les gros titres continuaient de la dépeindre comme la reine ultime du comeback. Elle faisait de son mieux pour garder les pieds sur terre, se rappelant que le succès est éphémère si l'on devient complaisant. Elle s'efforçait de maintenir la même motivation, la même passion qui l'animait depuis le début. Sans qu'elle le sache, Adrian observait depuis la touche, sa jalousie s'intensifiant à chaque nouvel article louant les réalisations de Léa. Mais Léa ne s'en souciait plus. Elle était trop occupée à vivre la vie qu'on lui avait dit un jour qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Elle construisait un empire, un projet à la fois. C'était une soirée fraîche lorsque Léa se retrouva sur un yacht luxueux, gracieuseté de la célébration du dernier contrat commercial de Kai. La silhouette de la ville scintillait à l'horizon, se reflétant dans les eaux calmes. Une musique douce jouait en arrière-plan, et une légère brise agitait les mèches des cheveux de Léa. Kai l'escorta sur le pont, lui montrant le spacieux salon et le design moderne. Malgré le cadre grandiose, il semblait légèrement nerveux, s'éclaircissant la gorge plus que d'habitude. Léa trouva cela attachant. Pendant le dîner, un festin exquis de fruits de mer frais et d'élégants amuse-gueules, Kai orienta la conversation vers l'avenir. Ils parlèrent de projets à venir, d'expansion et de la possibilité de fusionner leurs ressources pour certaines entreprises. Après le repas, alors que le yacht dérivait sous la lueur des lumières de la ville, Kai fit signe à Léa de le rejoindre à la proue. Il contempla la ligne d'horizon, puis se tourna vers elle, une douce intensité dans les yeux. « Léa, tu as construit quelque chose d'extraordinaire, dit-il doucement. Je t'ai vu passer de consultante solo à PDG d'un empire florissant. Tu es une inspiration et je. » Il marqua une pause, expirant comme pour se donner du courage. « Je veux faire partie de ton voyage, pas seulement en tant que spectateur. » Le cœur de Léa battait la chamade. « Kai. » Il lui prit la main. « Je te propose un partenariat, à la fois en affaires et dans la vie, » continua-t-il, sa voix sincère. « Je veux investir davantage dans le projet Phoenix, peut-être même collaborer sur une nouvelle entreprise qui allie technologie et image de marque. Mais plus que cela, je te demande si tu serais ouverte à officialiser notre relation. » Un tourbillon d'émotions submergea Léa. Elle repensa au chagrin qu'elle avait enduré avec Adrian, à la façon dont elle s'était autrefois crue indigne d'un amour authentique et respectueux. Pourtant, voici un homme qui admirait sa force, qui n'essayait pas de l'éclipser ou de la contrôler. Elle déglutit, incapable de cacher son sourire. Kai. Je ne m'attendais pas à tout ça. Il lui serra doucement la main.
Je n'ai pas besoin d'une réponse tout de suite, mais j'ai besoin que tu saches que je vois un avenir avec toi, à tous les niveaux. Léa leva les yeux vers lui, le vent tirant malicieusement sur ses cheveux. Les lumières de la ville derrière lui semblaient former un halo scintillant. J'y suis ouverte, murmura-t-elle, les yeux débordant de gratitude et d'excitation. Je suis ouverte à voir où cela nous mène. Kai sourit, l'attirant dans une étreinte chaleureuse. Le moment semblait surréaliste, flottant sur l'eau, la ligne d'horizon embrassée de possibilités, et le sentiment très réel qu'elle entrait dans un nouveau chapitre. Ce n'était pas un moment de conte de fées où tout était soudainement parfait, mais c'était une étape importante, la reconnaissance qu'elle avait suffisamment guérie pour être à nouveau vulnérable, pour laisser quelqu'un entrer sans se perdre. Quelques mois plus tard, Léa fit l'un des plus grands pas de sa carrière en lançant un sommet sur l'autonomisation des femmes sous la bannière du projet Phoenix. L'événement, organisé dans un immense centre de congrès, attira près de 10 000 participants de tous horizons, entrepreneurs, professionnels en devenir et personnes simplement en quête d'inspiration. Le matin du sommet, Léa se tenait en coulisses, jetant un coup d'œil à travers le rideau sur la mer de visages remplissant l'auditorium. Des bannières vibrantes affichaient le thème de l'événement, s'élever au-dessus, vous êtes en devenir. Le programme comprenait des conférenciers de renom, des ateliers et des séances de réseautage. Naomi la rejoignit, lui donnant une tape de soutien sur l'épaule. Regarde ça, murmura Naomi, les yeux brillants de fierté. Toutes ces femmes, ici pour te voir et apprendre de ton parcours. Léa déglutit, la gorge serrée par l'émotion. Elle se souvenait d'avoir été une épouse timide, éclipsée par un mari dominateur. Maintenant, elle était à quelques instants de monter sur scène pour s'adresser à des milliers de femmes. Les lumières s'éteignirent, et un silence tomba sur la foule. Une voix puissante l'annonça, « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la visionnaire derrière le projet Phoenix, Léa Reynolds. » En montant sur scène, Léa sentit une vague d'anticipation la traverser. Le projecteur l'illumina, et elle put sentir l'énergie expectative dans la salle. Elle prit une profonde inspiration, balayant l'auditoire du regard. « Mon nom est Léa Reynolds », commença-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium, et je suis ici pour partager une simple vérité, vous n'êtes jamais brisé. Vous êtes en devenir. Un murmure d'applaudissements se répandit dans la foule. Léa continua, racontant son histoire à grands traits, son identité perdue dans un mariage toxique, la décisie.